Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission Plateau de la semaine. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Un homme au cœur d'un colloque international les 3 et 4 juin dernier à Lomé, Maître Yaovi Mati Agboibor. Bien que n'étant plus de ce monde, ce personnage a rassemblé universitaires, politiques, magistrats, membres de la société civile et autres pour analyser, étudier et même débattre de sa contribution à l'ancrage de la démocratie en Afrique et spécialement au Togo. N'étant pas le seul homme politique ou ancien Premier ministre à tirer sa révérence, pourquoi organiser un colloque autour de Maître Agboibor? Qu'est-ce que ce colloque apporte au vécu quotidien du Togolais et au développement de notre pays? Quelle a été la contribution réelle de ce personnage à l'avènement et à l'avancée de la démocratie au Togo? Et surtout, quelles leçons tirées de la vie du personnage pour l'écriture ou la réécriture de l'histoire de notre pays? Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec le professeur Joseph Kofi Noutepe-Tigbe, professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'université de Lomé, président du comité scientifique du colloque à ma gauche, et Maître Kodjovi Abba, avocat stagiaire, membre de ce comité qui a organisé le colloque à ma droite. Bienvenue chers invités et bonjour. Merci et bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être auprès de vous sur ce plateau de la chaîne mère. Je vous remercie. Merci. Okay. Alors tout de suite, professeur Tigbe, et comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, Maître Agboibor n'est pas le seul politique à nous avoir quittés, même voire le seul Premier ministre dans la même période, dans la foulée. Monsieur Edem Kodjo, un autre grand politique de ce pays, nous quittait. Alors pourquoi organiser un colloque spécialement pour Maître Agboibor? Merci d'entrée de jeu pour nous avoir invités ici pour parler un peu, pour faire le point sur le colloque, le déroulement du colloque. Alors pour venir à votre question, je pense qu'il y a 2 éléments importants. L'élément colloque dédié à un homme politique et pourquoi c'est Maître Yaovi Agboibor qui est choisi. Disons que en matière d'organisation d'un colloque à un homme politique ou à un citoyen, nous n'avons pas réinventé la roue. Le 10 décembre 2018, en France, il y a eu un colloque qui a été organisé, un colloque scientifique qui a été organisé pour rendre hommage aux Français qui ont contribué à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors plus encore, le 22 juin 2011, il y a eu à Paris un colloque organisé autour du thème Georges Pompidou et le rayonnement de la France dans le monde. Et à l'occasion, on a invité des chercheurs, des politiques, des témoins de l'époque qui sont venus parler de la connaissance qu'ils ont de l'homme sur les différents plans, c'est-à-dire le plan politique, le plan culturel, le plan économique. Donc pour dire que, en fait, c'est une tradition, en tout cas pour nous universitaires qui avons hérité nos façons de faire de la France. Voilà, donc vous copiez, vous continuez par copier la France. Non mais en fait, si quelque chose est bon, on peut copier en adaptant. Donc je pense que c'est une bonne chose que de convoquer des spécialistes sur une question donnée, de les interroger par rapport à une thématique donnée et de tirer matière à science. Et je pense que c'est ce que nous avons fait. Maintenant, ça, c'est le volet pourquoi un colloque. Mais pourquoi autour de Maître Agboibor? Pourquoi autour de Maître Agboibor? Maître Agboibor est un politique, tout comme Edem Kodjo. J'ai l'habitude de dire tout choix est aléatoire. Moi, j'ai participé à des colloques les plus scientifiques possibles, autour des thématiques les plus scientifiques possibles. Et dans le cadre de ces colloques scientifiques, on a eu à entendre des participants qui ont posé la question de savoir pourquoi ce thème et non tel autre. Donc pour dire que dans le milieu scientifique ou dans les milieux scientifiques, tout choix est aléatoire. On aurait pu me poser la même question, de savoir
Pourquoi Edem Kodjo si c'est lui qui avait été choisi en premier? Ou alors un autre? En tout cas, pour nous, membres du comité scientifique, entre rester les bras croisés et chercher des critères objectifs qui justifient le choix d'un personnage avant de lancer l'initiative du colloque et avancer, quitte à essuyer quelques critiques autour du choix qui a été fait, je pense que notre option a été celle qui a consisté à avancer autour d'un personnage qui t'a essuyé des critiques. Mais l'objectif en faisant cela, c'est que nous tranchions avec une tradition. La tradition dans notre pays, c'est qu'on laisse les gens partir comme des moutons, entre guillemets, sans se demander quelle a été la contribution de ces personnes au développement de notre pays. Et pour nous... Oui, mais lui, il est parti. Moi, je ne dirais pas comme un mouton, mais il est aussi déjà parti. Il est aussi déjà parti. Mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, à partir du moment où nous lançons le débat sur la nécessité d'organiser des rencontres scientifiques autour des personnages clés de notre société, nous pensons que nous avons fait œuvre utile, quitte à poursuivre le débat, quitte à continuer dans la même lancée pour que peut-être la seconde initiative soit autour de M. Edem Kodjo, par exemple. Pour nous, le plus important, c'est que nous puissions commencer quelque part, quitte à questionner les autres acteurs, parce que, en tout et pour tout, nous avons des acteurs qui ont fait notre histoire. Et nous avons le devoir de questionner ces acteurs-là, en vie ou décédés, pour pouvoir voir quelles ont été leurs responsabilités dans la construction de nos États-nations. Je viens à vous, Maître Abba, vous qui avez travaillé avec justement Maître Agbouibo. C'est vrai, les deux sont partis. Je fais le parallèle entre Maître Agbouibo et puis M. Edem Kodjo. Edem Kodjo a été inhumé, mais Maître Agbouibo ne l'est pas encore. C'est ça que le Togolais ne comprend pas. Oui. Alors, est-ce que vous qui avez travaillé avec lui et qui avez été membre de ce comité scientifique, est-ce que vous êtes du même avis avec le professeur Tibé? Oui, merci beaucoup, madame. Naturellement, je suis d'avis. Pourquoi le colloque? Pourquoi un colloque? Il a dit si bien, ce n'est pas du nouveau. C'est au Togo la première fois. Et il a dit il faut commencer quelque part. Et ça consiste à rompre avec l'immobilisme. C'est-à-dire que vous avez des gens, et unanimement, vous reconnaissez qu'ils ont marqué l'histoire, ils ont travaillé et ils ont laissé des traces. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faut prendre conscience du fait que ces gens-là, il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître et les faire connaître, il faut choisir une formule, il faut choisir un moyen. Et je crois que les universitaires, je crois qu'ils ne s'ennuient pas à se poser des questions une fois qu'il y a des éléments concrets qui puissent leur donner matière à étude. Je crois qu'ils ne s'ennuient pas à se poser des questions. Et je crois que le choix de Maître Agbouibo, comme il a dit, c'est un choix aléatoire. Et si on choisit quelqu'un d'autre ou bien on commence par quelqu'un d'autre, je crois que la même question va être posée. Et à mon avis, plutôt, il faut s'en féliciter. Et on l'avait dit lors des colloques, on ne va pas s'arrêter à Maître Agbouibo. Il y a d'autres initiatives qui vont venir, de sorte à chaque fois à célébrer, à étudier ceux qui ont marqué notre histoire et à voir leur réussite, leur échec et servir. Parce qu'après tout, nous avons besoin de repères. En fait, la génération actuelle et future, nous avons besoin de repères et c'est à travers ces personnalités, ces gens-là, que nous pouvons nous situer dans le temps. La même question peut être posée ou pas. Oui, et Maître Yaovi Mati Agbouibo, histoire d'une vie et d'un temps, 1943-2020. C'est le thème retenu pour votre colloque. 43, c'est l'année de naissance, 2020, ouais. L'année de sa disparition. Mais donc c'est la durée, 77 ans, la durée qu'il a eu à passer sur cette terre. Alors, est-ce que ce temps
cette vie que vous évoquez dans le colloque, c'est la vie physique que nous avons connue sur cette terre, ou bien est-ce que le thème cacherait quelque chose? Évidemment, je peux dire que c'est les deux. C'est-à-dire que formuler un thème autour d'un personnage et se poser la question de savoir quelle a été la contribution de ce personnage à l'histoire de son espace-temps est une pratique qui est vieille en réalité. Parce que depuis le Moyen-Âge, à partir de ce que nous appelons la prosopographie, jusqu'au temps moderne où nous sommes passés à la sociobiographie ou aux histoires de vie, je pense que la pratique n'est pas récente. Je prends l'exemple de l'école de Chicago, qui est une école portée par des sociologues. À un moment donné, les sociologues ont voulu comprendre davantage comment est-ce que la ville de Chicago a été créée. Quels ont été les acteurs locaux comme allochtones qui ont pu influer sur la destinée de cette ville-là. Et la méthode qu'ils ont choisie, c'est la méthode des histoires de vie. Alors, en inscrivant ce colloque dans cette démarche-là, nous avons voulu prendre pour prétexte la vie terrestre de Maître Yaovi Akpo-Ebor pour étudier l'histoire du Togo. Alors, on peut demander raisonnablement, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de prendre pour prétexte un homme pour étudier l'histoire d'une nation? Je pense que la question s'est posée à nous déjà au département d'histoire. Au début des années 2000, on a fait un constat. Et le constat, c'est que quand vous allez aux archives nationales du Togo aujourd'hui, les archives que vous trouvez s'arrêtent à 1964-1965 par là. Au-delà, plus rien. Donc nous avons un problème de conservation de notre histoire. Quelles sont les traces de notre histoire commune qui vont servir à l'écriture de l'histoire du Togo postcolonial? La question a été posée et au département, unanimement, on s'est dit, mais si nous n'avons pas d'archives pour documenter l'histoire du Togo postcolonial, alors la génération qui va arriver ou les générations qui vont venir après nous ne vont pas nous rater en ce que nous n'avons rien fait pour conserver ou sauver de l'oubli la mémoire de l'histoire du Togo postcolonial. Et c'est par rapport à cela que nous avons entrepris la rédaction d'une série d'histoires de vie. Nous avons mis nos étudiants sur des acteurs clés de notre histoire commune. C'est ainsi que Daoukou Péré a été étudié, même à Akpo-Ebor, on a fait un mémoire de maîtrise sur lui. Daoukou Péré, Adjimado Adouayom, Yao Kounale Eklo, Samo Korto, etc. Une bonne dizaine quand même d'histoires de vie pour que nous puissions avoir des informations précises sur ces personnes-là, non seulement en tant que des individus, mais en tant que des acteurs. Et pour nous, en sciences sociales, quand nous parlons d'acteurs, c'est un matériau empirique sur lequel on peut travailler. Et quand nous nous sommes intéressés à ces personnes, nous avons compris que ces personnes-là ont vécu dans un espace-temps et ont eu à influer sur les réalités de cet espace-temps. Donc en sciences sociales, vous prenez un individu, vous étudiez l'environnement auquel il a appartenu en essayant de voir un peu ceux qui ont eu à travailler avec lui, comment ces personnes ont influé sur les résultats qu'il a pu avoir en bien ou en mal, et comment on peut expliquer à partir de tout ce pluriel-là qui entoure le singulier et les résultats obtenus et les échecs obtenus. Et je pense que c'est ce qui nous a motivés à inscrire ce colloque dans cette logique-là. Et vous en doutez bien, lorsque nous nous sommes intéressés à la question, nous avons vu que Maître Yaovi Akpo-Ebor, c'est un singulier pluriel. C'est-à-dire que c'est un individu, certes, nous ne faisons pas ou nous n'avons pas fait sa biographie,
mais nous l'avons étudié comme un acteur qui, à un moment donné, a influé sur la destinée de l'histoire du Togo. Et en même temps, le Togo a réussi à le façonner à sa manière. Donc, je pense que c'est ce croisement entre ce que l'individu a eu à jouer comme rôle dans sa société et ce que la société a eu comme influence sur l'individu pour obtenir des résultats ou les échecs que nous avons voulu mettre en lumière en choisissant ce thème-là. Voilà. 5 axes ont meublé donc le colloque. Le premier, l'avocat Maître Agboibo, l'avocat et le défenseur des droits humains. Alors, que retenir de ce personnage à la double casquette? Quel genre de défenseur des droits humains était-il, vous qui l'avez côtoyé? Alors, disons que Maître Agboibo, c'est celui-là qui, pendant 50 ans, a marqué la vie juridique et judiciaire du Togo, parce qu'il a prêté son serment d'avocat en 1969 et en 2019, il fêtait ses 50 ans de barreau. Disons que c'est un vaillant défenseur des droits de l'homme. C'est un homme passionné et convaincu qu'il exerçait sa profession d'avocat et de défense des droits de l'homme, parce que vous vous en doutez, on n'obtient pas la création de la commission des droits de l'homme si on n'est pas convaincu, on n'est pas passionné des droits de l'homme, pour permettre à la CNDH et pour permettre à l'État, tout en détenant la machine répressive, d'être en même temps le gardien et le promoteur des droits de l'homme. Et c'est un homme courageux qui a mené tous ses combats en matière des droits de l'homme. Parce que il faut être courageux, il ne recule pas quand il s'agit de la défense des droits de l'homme, quand il s'agit de la défense des droits et de la justice, de la dignité humaine. Donc il faut retenir de lui un combattant, nous retenons de lui un combattant acharné et passionné de la profession d'avocat et de la défense des droits humains. Voilà. Professeur Tigbe, quand on entend ses proches parler de la CNDH, et il a été certes premier président de la Commission des droits de l'homme, mais on dirait qu'il l'a obtenu tout seul. Mais les autorités d'antan, s'il ne l'avait pas accompagné, s'il n'avait pas accepté cette création, est-ce qu'on l'aurait jusqu'à présent? Est-ce que c'est lui seul qui l'a eu? Alors, ce n'est pas lui seul qui l'a eu. Il faut dire, c'est en cela que l'approche singulier pluriel a tout son sens. Il s'est battu pour l'avoir, mais il n'a pas été seul dans cette bataille-là. Et c'est en cela également que le témoignage de M. Abdou Assouma lors du colloque a été très instructif pour nous. Il nous a expliqué le contexte dans lequel il a réussi à avoir la Commission nationale des droits de l'homme. En réalité, il connaissait très bien la nature du pouvoir avec qui il avait affaire. Et je peux dire que c'est d'abord en sa qualité d'avocat qu'il a fini par obtenir la CNDH, puisqu'il a été avocat du Togo sur une affaire qu'il est allé défendre à Genève. Et il s'est fait accompagner par justement M. Abdou Assouma. Et quand ils sont revenus triomphants, c'est là où ils ont réussi à passer l'idée au feu général Eyadema. À l'époque, ils ne voulaient pas entendre parler de cette commission-là. Mais ils ont réussi à lui présenter la chose de telle manière que la pilule puisse passer. On lui a dit, mais écoutez, en Afrique subsaharienne, il n'y avait encore aucun pays qui ait mis en place cette commission-là. Si vous le faites, mais l'histoire retiendra que vous avez été pionnier dans le domaine. Et donc c'est comme ça on lui a présenté la chose et il a dit, bon, ok, si c'est comme ça, alors je vous fais confiance. Abdou Assouma, qui avait toute la confiance du général, et Maître Yaovi Agboibo, qui était l'ami d'Abdou Assouma, ils ont réussi quand même à lui retirer ça. Et c'est là où c'est assez important de le souligner. Maître Yaovi Agboibo, durant toute sa carrière, a
réussi, à quelques exceptions près, à procéder de la même manière. C'est-à-dire, quand on a un pouvoir assez répressif en face, il faut faire la politique de ses moyens. Quand vous savez que vous ne pouvez pas affronter le pouvoir avec les maigres moyens que vous avez, il faut de la ruse politique. Et je pense qu'en matière de ruse politique, M. Yaovi Agboibo a montré suffisamment ce que la ruse peut apporter. Et c'est pour cela que quand vous écoutez ceux qui ont la gestion de la CNDH aujourd'hui parler de cette période-là, je pense que c'est avec un sentiment de gratitude qu'ils en parlent parce qu'ils estiment que ça aurait été quelqu'un d'autre que cette commission, peut-être, n'aurait jamais eu à voir le jour. Et en cela, Agboibo a joué de la stratégie politique et a pu l'obtenir. Mais encore une fois, quand bien même on peut reconnaître qu'il a été pionnier, il n'a pas été tout seul. N'eût été un certain Abdou Assouma, on peut se poser la question de savoir qu'aurait été la CNDH aujourd'hui. Voilà. Je reste avec vous, professeur Tibé, l'axe de l'homme politique, parcours et contribution à la naissance et à l'avancée de la démocratie togolaise. L'homme politique, Agboibo, qui était-il concrètement? Quelle était sa méthode politique? Alors, disons que l'homme politique, Agboibo, au départ, il n'était pas un homme politique. Puisque, on l'a dit, il a prêté serment en 1969, c'est ça? C'est ça. Et il exerçait en tant qu'avocat. La décision qu'il a prise d'aller en politique est venue au milieu des années 80. Et lui-même, dans un ouvrage qu'il a publié en 1999, Combat pour un Togo démocratique, une méthode politique, il explique comment est-ce que finalement il est venu en politique. Il disait que dans le cadre des élections législatives de 1985, personne ne s'attendait à le voir en politique. Mais il y a eu une affaire banale de chefferie dans son Ouachi natal qu'il a décidé à aller se positionner comme candidat, l'idée étant, en se faisant élire comme député, il pourra défendre ou bien faire des propositions de loi pour pouvoir régler le problème qui se posait dans son milieu natal. Et c'est comme ça qu'il est venu en politique, mais ses premiers pas en politique, bien qu'il ait été élu, ses premiers pas en politique n'ont pas été fermes, puisque l'avocature et la défense des droits humains ont fini par supplanter ses premiers pas en politique. Mais en réalité, quand on voit son parcours en politique et quand on voit les résultats auxquels il est parvenu, on est en droit de se poser la question de savoir quelle a été sa méthode politique, comme vous venez de le poser comme question. Alors, disons que en sociologie politique, quand on parle de méthode politique, il y a deux façons de l'appréhender. Vous avez ce qu'on appelle la méthode a priori. Et la méthode a priori, c'est une méthode qui découle d'une doctrine politique, clairement affichée. Donc, on peut dire que votre façon de faire découle de telle doctrine. On peut dire que vous avez une méthode politique a priori. Mais vous avez aussi une méthode politique a posteriori. Et la méthode politique a posteriori, c'est la méthode qui s'inscrit dans une approche constructiviste. Ça veut dire que on détecte la méthode à l'aune de l'action politique. Et je pense que la méthode politique de Maître Agboibo s'inscrit dans cette deuxième approche, une approche constructiviste. Et quand on est dans l'approche constructiviste, forcément, la biographie critique s'invite. C'est-à-dire que c'est longtemps après le décès du personnage qui a initié la méthode politique qu'on se rend véritablement compte de sa méthode politique. Mais comme nous sommes sur le terrain de l'histoire mémorielle et que la mémoire est faillible, nous nous sommes dit qu'il faut déjà sauver de l'oubli ce que les acteurs présents connaissent de cette méthode politique-là. C'est ce qui a motivé ce colloque. Maintenant,
5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, lorsque les langues qui ont refusé de parler dans le cadre du colloque vont se délier, lorsque les archives privées et personnelles des uns et des autres vont être déclassifiées, on va sûrement découvrir d'autres éléments d'appréciation qui vont permettre de bonifier davantage la méthode politique de Maître Agboibo. Mais quand on voit par rapport à comment il a avancé en politique, on peut se dire clairement que sa méthode a été construite autour de la pression et du dialogue. C'est-à-dire mettre la pression sur les dirigeants. Quand les dirigeants sont étouffés, entre guillemets, et qu'ils tendent la main pour un dialogue, il ne faut jamais refuser la main tendue. Il faut aller à la table de négociation. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose à mettre sous les dents. Voilà. Oui. Maître Abba, vous paraissez jeune, Oui. mais vous l'avez aussi côtoyé. Oui. Mais est-ce que, avec vous, il revenait sur ses premiers pas en politique? Est-ce qu'il vous parlait politique au cabinet? Justement, en fait, un homme libre qu'il était, en fait, respectueux des libertés, Maître Agboibo, lui et moi, on ne discutait pas trop politique. Moi, j'observais comment il faisait, parce que quand moi je suis venu au cabinet, il m'a proposé, enfin il m'a donné ces 3 casquettes, il m'a dit, tu vois, le premier jour déjà, il m'a dit, je suis avocat, je suis défenseur des droits de l'homme, je suis politicien. Alors, sous quelle casquette je voudrais travailler avec lui? Et moi, j'avais choisi la profession d'avocat et la défense des droits de l'homme. Je dis, la politique, on verra. Et c'est sur cette base-là, jamais. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est quelqu'un qui respecte la vie des autres, l'opinion. Et vous restez dans le cadre que vous avez défini. Vous voyez, Maître Agboibo, moi, quand j'observe, et comme l'a dit le professeur, c'est-à-dire que le maniement de la pression et du dialogue, il en a fait sa méthode. Et je crois que c'est parce qu'il a compris qu'il faut faire la politique de ses moyens ou les moyens de sa politique, et que en politique, les incantations, les gros slogans, disons, au plus excite la foule, mais ne donne pas de résultats concrets. Et donc, il faut être pragmatique, il faut agir selon ses moyens. Et dans le contexte, il faut connaître le contexte dans lequel on évolue. Et je crois que Maître Agboibo, il y a un ancien bâtonnier qui dit de lui, il est le meilleur de tous. Oui, enfin, pas en politique, mais il parlait de la profession d'avocat. Je crois qu'en politique, on peut quand même considérer qu'il avait quand même une vision, une stratégie et qui était gagnante à un moment donné, et donc qu'il faut peut-être pérenniser pour l'avancée du pays. À voir, professeur, ces détracteurs politiques disent de lui qu'il était un calculateur, qui ne prend aucune décision sans avoir pensé aux bénéfices qu'il pouvait en tirer. Et il y en a d'autres même qui sont allés loin pour le surnommer boulanger. Oui, mais est-ce qu'il pouvait en être autrement? Boulanger, pourquoi? Non, Boulanger en fait, qui manie la farine, non, il mélange les citoyens. Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce surnom-là? Qu'en est-il exactement? Moi, je parle plutôt du qualificatif calculateur, fin calculateur. Et je pense même que la dénomination de boulanger dérive de cela, c'est-à-dire que vous mélangez en fonction de vos intérêts. Et je pose la question de savoir s'il pouvait en être autrement, en politique, sur les terrains politiques. Oui, mais en politique, on dit toujours qu'on se bat pour l'intérêt supérieur de la nation. Non, mais ça, c'est un slogan. Ah. Mais la réalité est tout autre. Surtout quand nous observons la scène politique de notre pays, surtout ces 3 dernières décennies, vous allez voir que si les résultats ont été aussi maigres qu'ils paraissent, c'est parce qu'à un moment donné, les acteurs politiques n'ont pas suffisamment placé au centre de leurs préoccupations l'intérêt général. Et ça, il n'y a aucun analyste politique qui va me démontrer le contraire. Parce que parfois, ils étaient proches des résultats à un doigt, mais quelque chose arrive et puis ça vole aux éclats. Et le peuple se dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est ce qui a pu bien se passer. Maintenant, pour Maître Yaovi Agboibo, en tant qu'homme politique, on ne peut pas nier le fait qu'il ait été à un moment donné de la lutte calculateur. Parce que n'oubliez pas
il est fondateur d'un parti politique et on ne crée pas un parti politique pour ses beaux yeux. On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Et donc, à un moment donné, c'est normal qu'il puisse chercher à tirer la couverture de son côté. Mais j'évoque souvent la proposition qu'il a faite en 2014, quand le débat tournait autour des mandats du président Faure Gnassingbé. La rétroactivité. La rétroactivité. Quand il disait, considérons le mandat 2010-2015 comme le premier mandat et accordons un mandat supplémentaire à l'actuel président. Comme ça, il aura fait les 2 mandats et après 2020, on verra. Mais les gens, personne n'avait voulu l'entendre de cette oreille-là. Les gens lui ont tiré dessus en disant que c'est parce qu'il est de connivence avec le pouvoir qu'il fait de ces propositions qui sont absurdes. Mais finalement, l'histoire lui a donné raison. Et en cela, quand on analyse bien, et c'est le professeur Kakonou Boukbo qui nous a sorti cela dans son analyse, son intervention, il a dit, à défaut d'avoir l'alternance, il a toujours proposé une alternative. Et je pense que quand on voit de bout en bout la façon dont il a conduit la politique en tant qu'homme politique, en tant que président de parti politique, on peut donner raison au professeur Kakonou Boukbo. Agboibo n'a pas eu l'alternance, mais à chaque fois et en fonction des circonstances qui se sont présentées à lui, il a eu quand même une alternative. En tant qu'observateur, qu'en dites-vous? Quelle a été la grande contribution de Maître Yaovi Agboibo à la démocratie, à l'avènement même de la démocratie et à son avancée dans le pays? Alors, sur cette question... À part la CNDH. Oui, à part... Bon, tout à fait, c'est important quand même. Alors, mais au-delà de tout, je crois que c'est sa conception même de la gestion de l'État, c'est-à-dire que la conception de l'égalité des droits et des libertés, c'est 2 éléments fondamentaux quand on parle de la démocratie. L'égalité des droits, que le droit, quand il avantage, qu'il profite à tout le monde, quand il punit, qu'il punisse tout le monde. Les libertés, il faut que les gens exercent librement leurs droits. Alors, concrètement, je crois qu'on peut citer 2 ou 3 éléments sur lesquels on peut dire que Maître Agboibo a été fondamental en dehors de la CNDH. Quand vous prenez par exemple la charte des partis politiques, c'est une charte qui permet d'ouvrir le jeu politique, pour permettre aux citoyens qui désirent faire de la politique ou contribuer d'une manière ou d'une autre à l'avancée du pays. La charte des partis politiques, la liberté d'expression, on peut multiplier les exemples. Donc, moi je peux dire, comme au début, c'est comment on conçoit la démocratie et comment on agit pour que dans les faits, qu'on constate réellement la volonté politique. Voilà. Moi, je vais insister. Je vais apporter une précision. Qui me vient tout de suite à l'esprit. Ok, posez-la. Voilà. Un chef de parti qui se retire entre-temps et qui revient. Alors, pour répondre à cette question tout de suite, moi je me dis que c'est l'un des goulots d'étranglement de la politique de Maître Yaovi Agboibo. Parce que vous savez, je le fais par parallélisme. À l'université, chez nous, quand un maître part à la retraite et qu'il revient tenir des cours au motif que je n'ai pas suffisamment, il n'y a personne qui puisse faire ce que je faisais, et donc ça veut dire qu'il a échoué. Mais il n'a rien formé. Il n'a formé personne. Il n'a formé personne. Et donc, en toute honnêteté, moi je fais partie de ceux-là, des observateurs qui n'ont pas compris ce retour, ce comeback du président Agboibo sur la scène politique en disant que bon, il faut que je revienne, que les militants me réclament. Je n'ai pas compris ça. Et donc, je peux dire que c'est l'une des faiblesses de sa politique, et objectivement. Maintenant, il y a un élément important que je voudrais souligner par rapport à l'intervention de Maître Abba. Quand nous disons que
en dehors de la CNDH, qu'est-ce qu'il a apporté? Je pense qu'il ne faut pas minimiser oui, son passage à la tête de la CNDH comme élément important ayant influé sur l'avènement de la démocratie au Togo. Parce que, vous savez, quand on parle de l'avènement de la démocratie au Togo, tout le monde a les yeux rivés sur le début des années 90. Mais il y a eu du travail qui a été fait en amont. C'est quand il était président de la CNDH qu'il y a eu une forte sensibilisation sur les droits des citoyens. Vous savez, si les citoyens ne connaissent pas leurs droits, comment est-ce qu'ils vont vouloir réclamer? Comment est-ce qu'ils vont vouloir se dresser contre la dictature? Et je pense que M. Yaovi Agbouibo a procédé par une certaine sensibilisation à travers les différentes couches de la population, les étudiants, les avocats, les enseignants, etc. Et il y a eu des tournées qui ont été organisées à ce propos-là. Quand vous prenez tous les déballages qui ont été faits dans le cadre de la conférence nationale dite souveraine, mais c'est quand M. Yaovi Agbouibo était président de la CNDH que ces dossiers-là ont été instruits. On les a présentés comme si, bon, c'était les trouvailles de ces citoyens qui se sont réunis là, dans le cadre de la conférence nationale, alors que c'est en amont. Donc, si on peut dire qu'on a pu obtenir la charte des partis politiques du 12 avril 1991 et tout, et que l'on a réussi à avoir plus tard la constitution du 27 septembre, l'élection a eu lieu le 27 septembre 1992, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont. Je ne veux pas dire qu'on doit attribuer la gloriole exclusivement à M. Yaovi Agbouibo, mais je dis simplement qu'il a joué un rôle clé dans tout ce terrain qui a été préparé avant que la démocratie ne vienne. Et lorsque la démocratie est arrivée, je pense que on ne peut pas parler de l'histoire du Togo des années 90 jusqu'aux années 2000 par là sans évoquer le nom de M. Yaovi Agbouibo. Et je pense qu'entre autres acteurs, il a dû jouer un rôle important qu'il faut le reconnaître malgré ses faiblesses et ses erreurs politiques. Voilà, beaucoup de témoignages sur l'homme politique, le défenseur des droits humains. Je vous propose celui du président Abdou Assouma de la Cour constitutionnelle au micro de Denis Tchanzenambaga. Il est aussi vrai. Mesdames et messieurs, comment Maître Agbouibo a-t-il été consacré l'homme des droits de l'homme au Togo? En 1986, étant l'avocat de l'État togolais, le feu président Iyadema l'invita un jour et lui confia une affaire, un dossier qui était pendant devant la Commission des droits de l'homme de Genève. Et le Togo était sur le banc des accusés. Avant de quitter le président Iyadema, le président Iyadema lui demande « À qui penses-tu qui peut t'accompagner à Genève ?» Et au nom de notre amitié, Maître Agbouibo répondit spontanément, sans hésiter, le premier substitut du procureur de la République, M. Assouma. Je fus alors appelé à la présidence. Arrivé, je vis mon frère et ami Apollinaire assis à côté du président. Ainsi, le chef de l'État m'instruit sur le pourquoi j'étais invité. Je cite, « Tu iras avec Maître Agbouibo, l'avocat de l'État togolais à Genève, pour défendre un dossier togolais dont il t'en parlera. » Fin de citation. Après un mois de travail à Genève, nous sommes rentrés triomphalement au Togo. Le Togo était sorti du banc des accusés. De retour à Lomé, avons été reçus en héros par le chef de l'État. Et au cours de notre compte-rendu, nous avons porté ce fait à la connaissance du chef de l'État. Monsieur le Président, disait Maître Agbouibo, une résolution des Nations Unies de 1978 recommande à tous les États de créer une commission nationale des droits de l'homme. Le Président nous écoute. En réponse, le Président nous dit, je ne suis pas juriste,
ni politicien comme vous. Je ne suis qu'un soldat. Si vous pensez que c'est bon pour notre pays, vous avez mon accord et ma confiance. Fin de citation. De ce pas, mon ami me dit Assouma, tu dois retourner à Genève pour nous ramener de la documentation. 2 jours après, j'étais reparti à Genève. Et de mon retour, nous avons produit une proposition de projet de loi créant la CNDH que nous avons présentée au président Yadema. Il jeta un coup d'œil et voit le logo. Il regarde, dit, vous pouvez me dire de quoi il s'agit, ça? J'ai pris la parole, j'ai dit, Monsieur le Président, ce cercle que vous voyez, c'est notre univers. Et la caricature, l'homme qui porte les 2 plateaux de la balance, l'homme est au centre de nos préoccupations. Les 2 plateaux, symbole de la justice, et la colombe annonce la bonne nouvelle. Alors, le président Yadema se retourne vers Agbebor et dit, Agbebor, tu surprendras toujours. Et de ce pas, il appelle immédiatement son directeur de cabinet. À l'époque, c'était Amebo. Il lui remet notre proposition de projet de loi, d'en faire immédiatement un projet de loi. Et quelques jours après, le projet de loi était adopté en Conseil des ministres et après par l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui est devenu loi créant la CNDH. L'épisode le plus émouvant de ce cheminement, c'est lorsque le président Yadema a voulu présider personnellement la conférence internationale d'installation des membres de la CNDH. Et il a présidé lui-même à côté de mon ami et frère. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde parle de Maître Agbebor, l'homme des droits de l'homme au Togo. On revient sur ce plateau, chers invités. 3e axe, Maître Agbebor, un intellectuel produit de son temps. C'est une interrogation. Alors, que mettez-vous dans ce sujet? Oui, un intellectuel produit de son temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle sous le contrôle du président du comité scientifique, le professeur Tibé. Alors, un intellectuel produit de son temps. Alors, il y a 2 choses. L'intellectuel, bon, comment nous définissons l'intellectuel? Qu'est-ce que nous entendons par l'intellectuel? Alors, c'est celui-là qui met son intelligence au service de son pays, de sa société. Ce n'est pas celui-là qui engrange des diplômes et s'en glorifie, et ça s'arrête là. Maître Agbebor, je crois qu'il a mis son intelligence, on lui reconnaît ça, il a mis son intelligence et ses talents au service de sa société. Alors, produit de son temps, oui, bon, on a défini 1943 et 2020. Alors, on a vu cette génération-là, et nous citons par exemple les noms ici, mais c'est des gens de cette génération-là qui ont su mettre, qui ont influé. Ils ont été à l'école, mais ils sont revenus à la base pour dire que mais ce que nous avons appris là, on peut le mettre, on peut l'exploiter autrement dans le sens du développement de la société, du bien-être de tout le monde. Je crois que voilà, c'est ça l'intellectuel, et produit de son temps qui a su mettre ses talents au profit de sa société. Pour compléter, je dirais simplement que, en fait, en toile de fond, nous voulons faire la part entre un intellectuel et un diplômé. Le diplômé, c'est celui-là qui a eu de gros diplômes, mais qui ne met pas son intelligence au service de sa société. Et l'intellectuel, c'est celui-là, en plus de ses diplômes, qui s'invite à tous les débats d'ordre social, économique, politique, qui sont sur le tapis dans sa communauté. Et je pense que
il y a eu le journaliste RFI Alain Foucault qui nous a émerveillés à travers son intervention en montrant qu'en Afrique aujourd'hui, nous avons beaucoup de diplômés qui se soucient très peu des réalités de leur société. Or, pour relever le challenge du développement du continent africain, nous avons besoin des intellectuels qui mettent leur intelligence au service de leur communauté. Et en cela,